Tu viens de cliquer parce que tu vis une situation que beaucoup de parents connaissent. Ton enfant fait des crises. Et pas juste une seule fois de temps en temps. Non, cela est devenu presque ton quotidien. Au supermarché, à la maison, avant de se coucher, au moment de s'habiller, et toi, tu commences à te sentir vraiment dépassé. Ce que toi tu veux, c'est plutôt très simple. Tu veux que ton enfant parvienne à gérer ses émotions sans toutefois exploser à chaque moment. Tu veux trouver un peu de calme à la maison et aussi arrêter de te sentir jugé par les autres parents quand ton enfant se roule par terre en plein milieu d'un magasin. Toi, le parent, tout ce que tu veux, c'est comprendre ce qui se passe dans ta tête de telle sorte que tu puisses vraiment l'aider. Mais voici le problème. Rien de ce que tu as essayé jusqu'à présent ne fonctionne vraiment. Tu as tenté d'être ferme et puis douce. Tu as essayé d'ignorer complètement les crises et ensuite aussi d'expliquer calmement ou bien de donner de l'attention à l'enfant. Parfois, tu cèdes par épuisement, mais après, tu culpabilises. Et le pire, les crises continuent et peut-être même qu'elles s'empirent complètement. C'est comme si tu tournais en rond sans jamais trouver la bonne approche. La vérité, c'est que la plupart des parents font fausse route et depuis le départ. Pas parce qu'ils sont des mauvais parents, non, mais parce qu'ils ne comprennent pas réellement ce qu'est vraiment une crise. Une crise, ce n'est pas un caprice et ce n'est pas non plus une mauvaise volonté de l'enfant. C'est quelque chose de beaucoup plus profond qui se passe au niveau du cerveau de ton enfant. Et une fois que tu as compris cela, tout va changer. Je vais partager avec toi ce que la neuroscience nous apprend sur les crises de l'enfant et surtout, je vais te donner une méthode concrète, étape par étape, pour aider ton enfant à traverser ces moments difficiles. Et cette approche est basée sur les travaux du docteur Daniel Siegel, psychiatre et professeur à l'UCLA School of Medicine, et du docteur Rose Green, psychologue et physicien à Harvard, qui ont tous les deux complètement révolutionné notre compréhension en ce qui concerne le développement des enfants. Les recherches montrent que les crises sont liées au développement du cerveau émotionnel de l'enfant. Et cette méthode a déjà aidé des milliers de parents à complètement transformer leur relation avec leurs enfants. Et ceci pas en supprimant les émotions de l'enfant, pas du tout, mais en lui donnant des outils pour se permettre de les gérer. Parce que, en tant que parent, c'est exactement ça le but, de pouvoir donner à ton enfant les compétences dont il n'a pas encore développées. Mais avant de te donner les étapes précises pour gérer une crise, il y a un phénomène étrange que je devrais t'en parler. Plus de 70% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnées à la chaîne. Donc, est-ce que toi, tu peux me rendre un service? Vérifie juste que tu es déjà abonné et si ce n'est pas le cas, alors prends juste 3 secondes et abonne-toi à la chaîne. Et ceci est la façon vraiment la plus simple et gratuite, à côté du contenu déjà que nous proposons pour toi, d'aider la chaîne à grandir. Et comme cela, mon équipe et moi, nous pouvons continuer à donner du contenu de qualité concernant l'éducation et le développement des enfants. Merci à toi qui as pris ce temps pour t'abonner, je l'apprécie énormément. Alors, sans plus tarder, passons à la suite. La première étape, c'est la vérité que la plupart de parents ne connaissent pas du tout. Alors, la première chose à comprendre et probablement la chose la plus importante dans cette vidéo, une crise chez un enfant, ce n'est pas un mauvais comportement. Je le répète, ce n'est pas un mauvais comportement, c'est une perte totale de son contrôle émotionnel. Pour cela, laisse-moi te donner un exemple pour que tu essaies vraiment de bien visualiser la chose. Imagine que tu es au volant de ta voiture, en train de conduire. Et soudainement, les freins lâchent complètement. Tu appuies de toutes tes forces sur la pédale, mais rien ne se passe. Dans cette situation, tu ne choisis pas d'aller tout droit devant, mais tu n'as pas de choix car tu n'as plus de contrôle sur la voiture. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe dans le cerveau de ton enfant quand il est en train de faire une crise. Quand ton enfant fait une crise, il ne te dit pas « je veux t'embêter » ou encore « je suis un enfant difficile ». Ce qu'il te dit en réalité, c'est que je suis complètement submergé et je n'ai pas encore les outils pour gérer cela. Et c'est comme si tu demandes à quelqu'un qui ne sait pas nager de traverser une piscine. Cette personne va paniquer, se débattre et sûrement elle va couler et se noyer.
Et ce n'est pas de la mauvaise volonté, mais juste qu'il n'a pas de la compétence pour gérer ses émotions. Donc, le vrai problème, ce n'est pas la crise de l'enfant en elle-même. Le vrai problème ici, c'est que ton enfant ne peut pas encore réguler, exprimer ou bien comprendre ce qui se passe à l'intérieur de lui. Et ceci change vraiment tout dans notre façon d'intervenir. Et maintenant que tu sais cela, tu te demandes sûrement, mais pourquoi exactement mon enfant perd-il le contrôle comme ça? Alors si ça c'est ta question, alors c'est une très belle question. Une autre question, qu'est-ce qui se passe vraiment dans la tête de ton enfant en ce moment-là? Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Et crois-moi, quand tu vas comprendre ce mécanisme neurologique, tu ne verras plus jamais les crises de ton enfant de la même façon. La deuxième partie, c'est ce qui se passe réellement dans le cerveau de l'enfant pendant une crise. Alors, parlons exactement de ce qui se passe dans le cerveau de ton enfant durant une période de crise. Pour comprendre ceci de façon très simple, imagine que le cerveau de ton enfant, il est constitué de 2 étages. L'étage du bas, qu'on appelle système limbique, c'est le cerveau émotionnel ou bien la partie émotionnelle. Et c'est là que vivent toutes les émotions fortes. La colère, la rage, la peur, la frustration, c'est un peu comme une alarme d'incendie hypersensible. Et dès qu'il détecte quelque chose qui ne va pas, alors il s'allume à fond. Et l'étage du haut, qu'on appelle le cortex préfrontal, c'est le cerveau pensant. Et c'est là que se trouve la logique, le raisonnement et le contrôle de soi. C'est un peu comme un chef d'orchestre qui devrait normalement dire au cerveau émotionnel « Calme-toi, ce n'est pas si grave ». Et le problème dans tout cela, c'est que chez les enfants, l'étage du haut, dans cette partie rationnelle, est encore en construction. En fait, selon les neurosciences, le cortex préfrontal ne finit de se développer qu'à partir de l'âge de 25 ans. Et oui, tu l'as très bien entendu, 25 ans. Alors, imagine chez un enfant de 3, 5 ou même 10 ans. Cet étage pensante est vraiment très immature. Donc, pendant une crise, voici exactement ce qui se passe. L'étape du bas, dans le cerveau émotionnel, il s'active complètement. Et l'étage du haut, le cerveau pensant, lui, il se déconnecte complètement. Et il est hors service. C'est pour cela que, pendant une crise, ces 3 choses ici ne fonctionnent absolument pas. Premièrement, le raisonnement, il ne marche absolument pas. Tu peux essayer d'expliquer calmement. Tu comprends, il faut partir maintenant parce qu'on doit partir. Mais ton enfant ne peut absolument pas t'écouter car son cerveau pensant est complètement éteint, déconnecté. Deuxièmement, la punition aussi ne marche pas. Tu peux le menacer. Si tu continues, alors tu seras privé de jouets, ou bien tu vas le coin, ou bien je vais te punir, ou bien quel que soit ce que tu veux utiliser pour le menacer avec. Mais son cerveau à lui, il est complètement incapable parce qu'il est déconnecté de faire ce calcul logique. Si je fais ça, alors il va se passer ça. Non, il est en mode suivi. Et troisièmement, la logique aussi ne marche pas. Tu peux dire, mais ce n'est pas grave, regarde, nous pouvons revenir demain. Mais la partie de son cerveau qui comprend la logique et le futur est complètement inaccessible. C'est aussi très important à comprendre que l'enfant ne choisit pas ce chaos. Il est plutôt en train de se noyer dedans. C'est comme si tu étais dans un océan en train de te noyer et quelqu'un au niveau de la plage est en train de crier en disant « Mais arrête de paniquer et nage calmement ». Tu ne peux absolument pas te calmer. Tu es dans une réaction de survie car tu ne sais pas nager. Et c'est exactement pourquoi crier sur ton enfant durant une période de crise empire plutôt les choses. Et quand tu cries, le cerveau de ton enfant perçoit cela comme une menace supplémentaire. L'alarme incendie qui hurlait déjà à fond se met encore à hurler plus fort. Et tu es en train de rajouter du stress sur du stress. Et maintenant que tu comprends ce qui se passe dans le cerveau, nous pouvons parler maintenant des raisons pour lesquelles ton enfant fait autant de crises. Et attention, garantie, certaines de ces raisons vont te surprendre parce qu'elles sont complètement différentes de ce que la plupart des parents pensent et commettent sans le savoir. Dans cette troisième partie, nous allons voir les vraies raisons pour lesquelles les enfants font des crises fréquentes. La raison numéro 1, c'est l'analphabétisme émotionnel. Et ça, c'est la raison la plus commune. Imagine que tu arrives dans un pays étranger, peut-être la Chine, la Thaïlande, dans un pays où tu ne parles absolument pas la langue.
Tu as faim, tu es perdu et tu as besoin d'aide, mais tu ne peux pas t'exprimer. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te sentir frustré, anxieuse et peut-être même paniqué, car tu n'arrives pas à te faire comprendre et tu n'arrives pas à obtenir ce que tu as besoin. Et ceci, c'est exactement ce qui se passe avec ton enfant et ses émotions. Il ressent des émotions énormes, mais malheureusement, il ne peut pas les nommer. Tout ce qu'il sait, c'est dire bien, mal, rien d'autre. Il ne peut même pas dire « Papa, je me sens frustré parce que je voulais continuer à jouer ». Et il ne sait même pas que ce qu'il ressent s'appelle de la frustration. Alors, cette émotion, elle sort de la seule façon dont il est capable de s'exprimer. Et c'est-à-dire en criant, en tapant, en se roulant par terre ou bien parfois, il se retrouve à mordre des gens. La crise chez un enfant, c'est simplement une émotion qui n'a pas de langage. C'est un message envoyé par une langue que l'enfant ne maîtrise pas encore. Et la deuxième raison, c'est l'accumulation de frustration. Et pour cela, pense à un verre d'eau, d'accord? Il est complètement vide. Et chaque fois que ton enfant vit une petite frustration durant la journée, c'est comme si tu ajoutais une goutte d'eau dans ce verre. Il se fait par exemple corriger parce qu'il a laissé traîner ses jouets. Cela fait une goutte de plus dans le verre. Il ne réussit pas à attacher ses chaussures tout seul. Une autre goutte de plus dans le verre. Son petit frère a pris son jouet préféré. Une autre goutte de plus dans le verre. Et tu lui as déjà dit 3 fois ce matin de se dépêcher. Alors, une goutte et une autre goutte dans le verre. Et puis arrive un moment pour quelque chose que toi le parent, cela te paraît complètement insignifiant, un peu comme tu dois éteindre la télé maintenant. Et là, le verre déborde. Et ce n'est pas cette dernière demande qui cause la crise. C'est toute l'accumulation qui s'est passée durant la journée. La crise que tu es en train de vivre avec l'enfant en ce moment, elle n'est pas le premier problème. C'est la goutte de trop dans le verre. Les enfants font plus de crises quand ils se sentent complètement à tout moment corrigés dans la journée, quand ils se sentent incompris, quand ils échouent à répétition ou aussi quand ils se sentent impuissants. Et chaque fois qu'ils vivent ces situations, alors le verre se remplit un peu plus. La troisième raison, les limites incohérentes. Imagine avec moi, d'accord? Imagine que les règles de la route, de la circulation, tu as un véhicule et les règles de la circulation, elles changent tous les jours. Aujourd'hui, le feu rouge, il veut dire stop. Mais demain, il veut plus te dire avance. Et le jour d'après, ça dépend des humains, des autres conducteurs. Toi le parent ou bien toi le conducteur, comment te sentirais-tu? Complètement anxieux, non? Car tu ne sauras jamais à quoi t'attendre. Et cela est extrêmement frustrant. Et c'est exactement ce que vit ton enfant quand les règles de la maison sont incohérentes. Si les règles changent selon ton humeur, alors parfois c'est permis et parfois c'est non. Pour la même chose, si hier tu as laissé passer, mais aujourd'hui tu punis, l'enfant ressent un chaos interne. Et ce chaos crée de l'anxiété. Et cette anxiété, elle explose sous forme de crise. Et dans un environnement pareil, l'enfant ne se sent pas du tout en sécurité parce qu'il ne peut pas prédire ce qui va arriver. Ce qui fait qu'il est constamment en mode de panique. Et quand le cerveau ne peut pas prédire, alors il est constamment en état d'alerte. Et ceci est extrêmement épuisant, non seulement pour le cerveau, mais aussi pour l'enfant émotionnellement. La quatrième raison, c'est la surstimulation et la fatigue. Le système nerveux de ton enfant, c'est comme une batterie de téléphone. Chaque stimulus qu'il reçoit consomme un peu de batterie. Les écrans, les bruits, les transitions d'une activité à une autre, le manque de sommeil, tous ces déchargent la batterie. Et quand la batterie est plat, alors le système nerveux n'a plus de ressources. Alors, dans des situations pareilles, il ne peut plus gérer et réagit au lieu de penser. C'est pour cela que l'enfant fait parfois des crises en fin de journée quand il est épuisé. Et ceci, non pas du tout, ce n'est pas de la manipulation, mais c'est juste que sa batterie, elle est vide. Un système nerveux surchargé, alors il ne pense pas du tout. Il réagit de façon automatique et primitive. Et ça, c'est le mode survie qui s'active. La cinquième raison, la crise fonctionne. Malheureusement, ça c'est une vérité
inconfortable. Alors maintenant, voici la partie que la majorité de parents ne veulent pas entendre. Mais ceci est très crucial. Si les crises de ton enfant lui permettent d'obtenir de l'attention, de retarder une règle, ou encore de supprimer une limite, ou encore de négocier et d'obtenir quelque chose, alors dans des situations pareilles, le cerveau de ton enfant, il apprend quelque chose de très simple. Ces stratégies fonctionnent. Et ne me comprends pas mal, ceci n'est pas de la manipulation consciente. Et par exemple, ton enfant de 4 ans, il n'est pas en train de se dire « Ah, si je fais une crise, alors maman va céder. » Non, il ne pense pas comme ça. Et c'est beaucoup plus basé que cela. C'est ce qu'on appelle de l'apprentissage par répétition. Et le cerveau enregistre simplement cette consigne. Quand je fais ça, alors j'obtiens ce résultat. Et ceci est très important pour toi, le parent, de le comprendre. C'est exactement comme si chaque fois que tu appuyais sur un bouton, tu obtenais une friandise. Et même sans le savoir consciemment, tu te mettrais de façon automatique à appuyer sur ce bouton pour obtenir de friandises. Et ceci, c'est ce qu'on appelle du conditionnement neurologique basique. Prends 2 secondes pour appuyer sur le bouton s'abonner si tu trouves ces informations utiles. Cela m'aide énormément à continuer à créer ce genre de contenu basé sur la science pour le développement des enfants. Et maintenant que tu connais les vraies raisons, alors nous arrivons à la partie critique. Il y a des choses que tu fais probablement pendant les crises en pensant bien faire, mais qui, malheureusement, en réalité, empirent tout. Nous allons voir ensemble ce qu'il ne faut absolument pas faire. Et ensuite, je te donnerai la méthode étape par étape pour pouvoir aider ton enfant dans une situation de crise. Dans cette 4e partie, nous allons voir ce qu'il ne faut absolument pas faire. Alors, cette partie-ci est vraiment puissante. Alors, voici quelques erreurs que la majorité de parents font pendant les crises. Et attention, je ne dis pas ceci pour te culpabiliser. Ces réactions, si elles ne sont pas entraînées, de telle sorte que nous ne les faisons pas, elles sont complètement naturelles et humaines. Mais maintenant que tu comprends comment fonctionne exactement le cerveau de ton enfant, tu vas voir et comprendre pourquoi ces réactions sont contre-productives. La première erreur, c'est de crier. Quand tu cries, tu actives encore plus le système d'alarme dans le cerveau de ton enfant. Tu rajoutes de la menace à un cerveau qui est déjà en mode survie. Et le résultat, la crise s'intensifie au lieu de s'apaiser. La deuxième erreur, c'est de humilier ou bien faire honte. Tu es ridicule. Tu fais de nouveau ton bébé? Regarde, même ta petite soeur ne fait pas ça. Ces phrases apprennent à ton enfant que ses émotions sont mauvaises et par conséquent que lui, il est mauvais. Ça crée de la honte et la honte est l'une des émotions les plus destructrices en ce qui concerne le développement d'un enfant. La troisième erreur, menacer. Si tu continues comme ça, tu vas voir ce qui va t'arriver. Son cerveau pensant, il est déconnecté. Il ne peut pas faire ce calcul logique. Et la menace ne fait qu'augmenter son anxiété. La quatrième erreur, faire la leçon. Combien de fois je t'ai déjà dit que? Tu devrais savoir que. Pendant une crise, le cerveau de ton enfant ne peut absolument pas intégrer ces informations. C'est comme télécharger un fichier quand tu n'as même pas de connexion Internet. Ça ne rentre pas. La cinquième erreur, céder. Céder enseigne exactement ce dont nous avons parlé avant. Que la crise est une stratégie efficace pour obtenir ce qu'on désire. Et malheureusement, chaque fois que tu cèdes, tu renforces ce comportement. La sixième erreur, c'est ignorer complètement l'enfant. Certains experts disent d'ignorer la crise. Mais attention, ignorer veut dire laisser l'enfant seul gérer une tempête émotionnelle qu'il n'a absolument pas les compétences pour les gérer. Et cela crée énormément de la frustration à l'intérieur de l'enfant et cela détruit malheureusement la confiance en soi et l'estime de soi de l'enfant. Il a besoin de ta présence, de ton calme. Et malheureusement, l'ignorer, c'est l'abandonner avec ses émotions qu'il n'a aucune compétence pour les gérer. La septième erreur, c'est d'essayer de gagner. La crise n'est pas une bataille de pouvoir entre ton enfant et toi. Si tout ce que tu veux, c'est essayer de gagner ou montrer à ton enfant qui est le chef, tu transformes malheureusement un moment de connexion potentielle en un moment de guerre. Et dans cette guerre, malheureusement, tout le monde en ressort perdant. Et malheureusement, toutes ces réactions apprennent à l'enfant la peur
la confusion, la suppression émotionnelle, ce qui est extrêmement grave et dangereux pour un enfant et son développement, ou encore empire l'escalade. Et tous ces éléments-là détruisent énormément la confiance en soi et pire encore, l'estime de soi de l'enfant. Et à côté de cela, elles ne résolvent rien sur le long terme. Alors maintenant, si tu es vraiment en train de suivre, tu dois être en train de te poser la question, mais qu'est-ce que je fais alors? Et cela, c'est exactement ce que nous allons voir maintenant que tu comprends ce qu'il ne faut pas faire et ce qui crée la crise chez ton enfant. Je vais te donner la méthode étape par étape pour vraiment gérer ton enfant durant une période de crise. Et crois-moi, quand tu vas appliquer ces étapes, alors tu vas absolument voir une transformation chez tes enfants. Dans cette 5e partie, comment aider ton enfant durant une crise? La méthode complète. C'est ici que je vais te montrer ma maîtrise du sujet. Et ces étapes sont basées sur des années de recherche en neurosciences et ont été testées avec des milliers de familles. D'accord? Alors, cramponne-toi. La première étape qui va te surprendre, c'est régule toi-même, le parent, en premier lieu. Voici la règle absolue. S'il y a vraiment une chose que tu dois comprendre, c'est celle-ci. Un adulte dysrégulé ne peut pas, alors je dis et je le répète, ne peut pas calmer un enfant. Oui. Si tu cries, tu paniques, tu te sens attaqué personnellement, le système nerveux de ton enfant, il reste activé. Et pourquoi? Parce que les systèmes nerveux, dans ce cas-ci, celui de ton enfant et le tien, ils se synchronisent entre eux. Le calme, il est contagieux, mais le chaos aussi. Quand toi, le parent, tu restes calme, alors tu envoies un message au cerveau de l'enfant qui dit « Il n'y a pas de danger ici, je suis en sécurité ». Un adulte maîtrise la situation. Alors, avant de t'approcher de ton enfant en crise, pose quelques secondes et puis respire. Prends 3 grosses bouffées d'air. Ralentis volontairement ton rythme cardiaque. Détends tes épaules et baisse le ton de ta voix. Tu es là en train de créer un environnement neurologique qui va aider ton enfant à redescendre, donc à se calmer. Et la deuxième étape, contiens et ne contrôle pas. Pendant la crise elle-même, ton rôle, ce n'est pas d'arrêter l'enfant ou bien de contrôler la crise en elle-même. Et je sais que ceci sera extrêmement challengeant pour le parent. Ton travail, c'est de contenir l'émotion. Et voici comment le faire correctement. Baisse ta voix. Plus ton enfant crie, plus toi tu parles doucement. Et ceci peut sembler contre-intuitif, mais rassure-toi, ça marche. Réduis les mots. Ce n'est pas le moment des grands discours. Dis tout simplement, je suis là si tu as besoin de moi. Je reste avec toi. Assure sa sécurité. Si ton enfant frappe ou se fait mal, alors tu peux intervenir physiquement, mais sans agressivité, juste pour protéger l'enfant. Reste physiquement présent. Ne t'éloigne pas. Ta simple présence physique est un ancrage pour son système nerveux. Ce que tu es en train de faire durant ces étapes, c'est de prêter ton système nerveux qui est calme à ton enfant. Tu es comme un phare dans la tempête. Tu ne peux pas arrêter la tempête, mais tu es stable pour lui montrer que cette tempête aussi, elle va passer. La troisième étape, nomme l'émotion. Le langage est très clé. Une fois que le pic de la crise est passé et que tu t'en rends compte que ton enfant commence à redescendre un peu, alors c'est le moment de nommer l'émotion. Et ce moment-ci est très crucial. C'est ce qu'on appelle en neurosciences « name it to tame it ». Nomme-le pour le calmer. Tu dis simplement tu es en colère, tu es frustré, tu n'as pas aimé ça, tu avais vraiment envie de continuer à jouer. Et qu'est-ce que cela fait au niveau du cerveau? 3 choses magiques. Premièrement, cela organise le cerveau. L'émotion chaotique devient quelque chose d'identifiable et de gérable. Et deuxièmement, cela reconnecte le cerveau pensant. En mettant les mots sur les émotions, tu réactives le cortex préfrontal qui était complètement éteint et déconnecté. Et troisièmement, cela réduit l'intensité. Des études en imagerie cérébrale montrent que le simple fait de nommer une émotion réduit son intensité dans l'amygdala de 30 à 50%. Une émotion nommée est une émotion domptée. La 4e étape, c'est garde la limite. Très important. Écoute-moi bien sur ce point parce que beaucoup de parents se trompent ici. L'empathie n'égale pas céder. Ça ne veut pas dire céder. Sommes-nous d'accord avec ça? Tu peux complètement valider l'émotion de ton enfant
tout en gardant fermement la limite. Tu peux dire, je vois que tu es en colère parce que tu voulais continuer à jouer. Cependant, la règle reste la même, nous devons partir maintenant. C'était ça notre accord, c'était ça notre entente. Ou encore, tu es très frustré, je comprends. C'est dû de s'arrêter quand on s'amuse. Mais c'est l'heure du beurre. Alors, qu'est-ce que cela enseigne? 3 choses essentielles. Premièrement, la sécurité émotionnelle. Mes émotions sont acceptées et validées. Je ne suis pas mauvais à ressentir ça. Deuxièmement, la structure. Les règles sont prévisibles. Je peux compter dessus. Troisièmement, la prévisibilité. La prévisibilité, c'est ce qui calme le cerveau. Quand le cerveau sait à quoi s'attendre, il sort du mode d'alerte. La 5e étape enseigne les compétences après la crise. Alors, jamais pendant, mais toujours après. Alors, une fois que ton enfant est calme et que vous avez peut-être mangé quelque chose ou bien fait quelques activités apaisantes, alors là maintenant, c'est le bon moment d'enseigner. Tu peux dire par exemple, tu te souviens ce matin quand tu as fait une grosse crise? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ici, c'est vraiment très important, laisse-le raconter avec ses mots. Ensuite, tu peux lui dire, et qu'est-ce que tu aurais pu faire à la place? Enseigne-lui des mots. La prochaine fois, tu peux dire, je suis frustré, j'ai besoin d'aide. Montre-lui beaucoup d'alternatives. Au lieu de taper ou bien mordre, tu peux taper dans un coussin ou bien venir me chercher. Faites ensemble du jeu de rôle. On va s'entraîner. On va s'entraîner. Imagine que je te dis non pour quelque chose que tu veux vraiment. Alors, qu'est-ce que tu peux faire? Dans ce jeu de rôle, l'enfant apprend déjà comment se comporter dans une situation de crise. Mais c'est quelque chose que tu dois le répéter au quotidien pour que cela devienne une habitude. 6e partie, la solution à long terme. Et c'est ici que tu montres vraiment ton autorité. Voici la vérité que toi, tu dois comprendre. Les crises ne sont pas un trait de personnalité. Ce n'est pas du « mon enfant est comme ça » ou bien « il fait toujours comme ça » ou bien « c'est toujours comme ça qu'il est ». Non, pas du tout. Les crises sont une phase de développement qui indique que certaines compétences ne sont pas encore maîtrisées. Les crises vont diminuer de façon systématique quand tu vas construire de façon cohérente ces 6 piliers. Le pilier numéro 1, la régulation émotionnelle. Enseigne à ton enfant à reconnaître des émotions qui se développent et qui se génèrent dans son corps, dans ton ventre, dans tes poings. Plus important, donne-lui des stratégies. Respire profondément, serre les poings, ensuite relâche-les. Ou encore, aller dans un coin calme. Et plus tu pratiques ces stratégies en dehors des crises, plus elles deviennent automatiques. Le deuxième pilier, c'est le vocabulaire émotionnel. Et ceci est de loin mon préféré. Nommer constamment les émotions. Tu allais bien. Je vois que tu es dessus. On dirait que tu es excité. Plus ton enfant a des mots pour ses émotions, moins il aura besoin d'exploser. Ceci est vraiment très capital. Le langage donne du pouvoir sur les émotions. Le troisième pilier, des routines prévisibles. Le cerveau des enfants, il a besoin de prévisibilité pour se sentir en sécurité. Crée des routines claires pour le matin, le repas, les soirs. Et aussi, utilise des supports visuels si nécessaire. Plus ton enfant sait à quoi s'attendre, moins son cerveau reste en état d'alerte. Et le quatrième pilier, les limites cohérentes. Choisis quelques règles non négociables et tiens-toi-y tous les jours, quelle que soit ton humeur. La cohérence crée la sécurité et l'incohérence crée l'anxiété. Et cela est aussi simple que ça. Le cinquième pilier, ce sont les compétences d'attention. Enseigne à ton enfant à remarquer ses pensées et ses émotions et ceci sans jugement. Même juste 2 minutes de respiration consciente par jour fait une énorme différence et ceci est mesurable au niveau du cerveau. La pleine conscience renforce le cortex préfrontal et c'est exactement la partie qui aide à gérer les émotions. Le 6e pilier, c'est l'attachement sécure. Ton enfant a besoin de savoir qu'il est aimé inconditionnellement et ceci même quand son comportement est difficile. Il fait des crises, il est en colère, il est frustré. Même dans ce moment-là, il doit savoir qu'il est aimé inconditionnellement. Passe du temps de qualité avec lui tous les jours et écoute-le vraiment. Ne fais pas juste semblant. Écoute vraiment. Et montre-lui que tu es présent, pas seulement physiquement, mais plus important aussi émotionnellement. Donne-lui ton attention à 100%. Et rappelle-toi de ceci, les crises ne sont pas un défaut de personnalité chez ton enfant. Ce n'est pas de ta faute,
en tant que parent. Les crises sont une phase de développement normal qui indique tout simplement que certaines compétences sont encore en construction chez votre enfant. Le docteur Rose Green a une phrase qui résume tout cela. Les enfants font bien quand ils peuvent. Si ton enfant pouvait mieux gérer ses émotions, il le ferait. Il ne choisit pas de faire les crises. Il n'a tout simplement pas encore des outils pour l'aider à gérer ses émotions. Et ton travail en tant que parent, ce n'est pas de punir les crises de ton enfant. Ton travail est d'être un entraîneur émotionnel patient qui enseigne à ton enfant crise après crise, respiration après respiration, comment naviguer dans ce monde-ci qui est émotionnellement très complexe. Et je le sais, je le comprends, cela prend du temps et cela demande énormément de la patience. Tu vas avoir des jours difficiles où tu vas te sentir complètement dépassé. Et aussi, tu vas avoir des moments où tu vas te demander, oh mon Dieu, mais est-ce que cela marche vraiment? Et tout cela est normal. Continue quand même. N'arrête surtout pas. Parce que chaque fois que tu réponds avec calme et présence à une crise, tu changes littéralement le cerveau de ton enfant. Tu construis là des connexions neuronales qui vont le servir toute sa vie. En conclusion, les crises de ton enfant ne sont pas et n'ont jamais été contre toi. Elles sont tout simplement un appel à l'aide, un message qui dit ceci. J'ai besoin que tu m'enseignes comment faire. Je suis perdu, j'ai besoin d'aide. Et maintenant, toi le parent, tu as des outils pour répondre à cet appel. Si tu as trouvé cette vidéo utile, alors pense à t'abonner pour plus de contenu basé sur la neuroscience pour t'aider dans ton rôle de parent. Et plus important, partage cette vidéo avec un parent que tu penses qu'il en aura vraiment besoin. Et aussi, dis-moi en commentaire quelle est la découverte qui t'a le plus surpris dans cette vidéo.